Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Renos, et bienvenue dans notre émission où nous allons discuter des conclusions plutôt sombres du dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales. Oui, et dans une période vraiment critique, je dirais. Ce rapport met en lumière d'importants éléments défavorables pour l'économie mondiale, que les décideurs politiques doivent impérativement prendre en compte. En effet, aujourd'hui, nous allons explorer la détérioration du paysage économique mondial et nous allons également nous pencher sur l'aggravation des vulnérabilités dans les pays à faible revenu et en situation précaire. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, à quoi ressemblera réellement la situation générale de la croissance mondiale pour les années à venir? Eh bien, c'est plutôt inquiétant, pour être franche. La croissance mondiale devrait faiblir pour atteindre seulement 2,3% en 2025. Waouh, 2,3%. Qu'est-ce que cela signifie dans un contexte historique? Est-ce que c'est particulièrement bas? Oui, absolument. Ce chiffre représente le taux de croissance mondiale le plus faible que nous ayons connu depuis 2008, si l'on exclut les récessions mondiales avérées. Il s'agit donc d'un ralentissement significatif. Et si on se projette un peu plus loin dans les années à venir, disons jusqu'en 2027, les perspectives s'améliorent-elles? Malheureusement, non. Pas de manière significative. D'ici 2027, la croissance du produit intérieur brut mondial, ou PIB, devrait atteindre en moyenne seulement 2,5% tout au long de cette décennie des années 2020. Le rythme le plus lent, vous voulez dire, de toutes les décennies depuis les années 1960. C'est un niveau historiquement bas, n'est-ce pas? Précisément. C'est une tendance très préoccupante, d'autant plus que cette révision à la baisse de la croissance mondiale cette année est principalement due aux économies les plus avancées. Alors, quels sont les facteurs spécifiques qui contribuent à ce ralentissement mondial? Surtout, compte tenu de l'impact sur les économies avancées que vous venez de mentionner. Eh bien, cela s'explique en grande partie par l'imprévisibilité totale de la situation. Nous avons en effet constaté que les mesures d'incertitude en matière de politique commerciale mondiale ont atteint des niveaux historiques au cours des derniers mois, avec un degré d'imprévisibilité vraiment sans précédent. Et comment cette incertitude s'est-elle manifestée concrètement, en particulier sur les marchés financiers? Nous avons assisté à une forte augmentation de la volatilité des marchés financiers. Cela s'est produit début avril, directement en raison de l'escalade des tensions commerciales, ce qui, à son tour, a entraîné une chute des marchés boursiers mondiaux. Ça semble assez tumultueux. Les choses se sont-elles stabilisées après ce choc initial? Oui, heureusement. Les prix des actifs se sont largement redressés après l'annonce d'une pause tarifaire initiale de 90 jours et la réduction des tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine qui a eu lieu en mai. Et qu'en est-il pour les marchés émergents et les économies en développement, les MEED? Ont-ils connu des effets similaires? Au départ, oui. Les écarts de rendement souverains des MEED ont également augmenté en avril, particulièrement parmi les économies confrontées à des barrières commerciales plus élevées. Mais, tout comme le marché dans son ensemble, ces écarts se sont généralement réduits à mesure que les tensions commerciales se sont partiellement apaisées. C'est agréable d'entendre que la stabilité est revenue. Mais, pour changer un peu de sujet, quel est l'impact de ce ralentissement mondial global sur les investissements? Est-il concentré dans des domaines spécifiques? Oui, absolument. Le ralentissement mondial touche en fait principalement les investissements, y compris les investissements directs à l'étranger, les IDE, et également les flux de portefeuille. Et pourquoi se concentrer particulièrement sur les investissements est-il important? Eh bien, ces flux ont tendance à réagir de manière assez directe au changement de la demande. Ils constituent donc souvent des indicateurs avancés. Ce qui est préoccupant, c'est que les flux d'IDE vers les marchés émergents ont chuté à moins de la moitié de leur niveau record de 2008. C'est une baisse significative. Cette tendance devrait-elle se poursuivre? Malheureusement, oui, ils devraient rester assez modérés, ce qui, comme vous le savez, a des conséquences plus larges pour le développement. Et en ce qui concerne certaines régions spécifiques, comment ce ralentissement les affecte-t-elle? Certaines zones sont-elles plus touchées que d'autres? Oui, sans aucun doute. La croissance devrait ralentir en Asie de l'Est et dans le Pacifique, ainsi qu'en Europe et en Asie centrale en 2025.
Et pourquoi ces régions en particulier? Ces régions sont fortement dépendantes du commerce mondial. Elles sont donc plus exposées lorsque le commerce mondial est confronté à des difficultés, comme nous l'avons évoqué. Hmm. Alors, compte tenu des vulnérabilités dans des régions comme celle-ci, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la politique? Que faut-il faire à un niveau plus général? C'est une très très bonne question. Cela signifie que les efforts politiques multilatéraux sont vraiment, vraiment essentiels. Nous devons favoriser un environnement plus prévisible et plus transparent pour résoudre ces tensions commerciales persistantes. Donc, la coopération mondiale est absolument essentielle. Mais qu'en est-il, vous savez, des mesures spécifiques pour les marchés émergents et les économies en développement? Que devraient-ils envisager? Pour les MEED, il est absolument essentiel qu'ils envisagent de réduire les droits de douane vis-à-vis de tous leurs partenaires commerciaux. Il est également crucial qu'ils jouent un rôle vital dans le rétablissement d'un système commercial pleinement fonctionnel et fondé sur des règles, notamment par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Donc, nous avons parlé du paysage économique global et de la politique commerciale. Mais je me demande comment cela se traduit concrètement pour les pays à faible revenu, les PFR en particulier. Quelle est la situation là-bas? En ce qui concerne les pays à faible revenu, la croissance devrait passer à 5,3% en 2025 et atteindre une moyenne de 6,1% entre 2026 et 2027. Ça ressemble à une reprise, mais c'est insuffisant, je suppose. C'est là le point essentiel. Cette prévision pour 2025 est une révision à la baisse significative, une réduction de 0,4 points de pourcentage par rapport aux prévisions antérieures de janvier. Et qu'est-ce que cela signifie alors pour les efforts en matière de réduction de la pauvreté? Malheureusement, ce rythme est insuffisant. Il ne permettra pas de compenser entièrement les pertes de revenus liées à la pandémie, ni de stimuler la croissance rapide de l'emploi nécessaire pour sortir des millions de personnes de l'extrême pauvreté. Donc, quand nous parlons de millions de personnes toujours en situation d'extrême pauvreté, y a-t-il des régions ou des types de pays particulièrement touchés? Absolument. Ce défi est particulièrement amplifié dans ce que nous appelons les pays en situation de fragilité et de conflit, ou SFC. Ces pays SFC abriteront près de 1,1 milliard de personnes en 2025. Et ils représentent près de la moitié de la population mondiale vivant dans l'extrême pauvreté. La moitié de l'extrême pauvreté mondiale est concentrée là-bas. C'est un chiffre vraiment frappant. Comment cela s'explique-t-il? Eh bien, l'incidence des conflits armés a considérablement augmenté ces dernières années. Et cela a entraîné la destruction à la fois du capital physique et du capital humain. Et quel est l'impact de cette destruction? Cela entraîne directement une forte augmentation de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. Cela aboutit également souvent à de profondes récessions. Et géographiquement, y a-t-il des zones spécifiques où ce phénomène est particulièrement prononcé? Oui, la violence généralisée et l'instabilité politique ont créé des situations économiques et humanitaires à la fois difficiles et persistantes, en particulier dans la région du Sahel et les pays voisins. Ces régions sont donc confrontées à des conflits et à une pauvreté généralisée. Le rapport se penche-t-il également sur leur stabilité financière ou peut-être sur leur santé budgétaire? Absolument. Les pays à faible revenu, les PFR, sont confrontés à des pressions financières vraiment extraordinaires en ce moment. Extraordinaire dans quel sens exactement? Quels sont les principaux facteurs qui contribuent à cette pression? Eh bien, je dirais que c'est la combinaison d'une dette publique élevée, d'importantes contraintes budgétaires et de réels obstacles à la mobilisation de financements privés. Cela semble être une situation très précaire. Ces problèmes sont-ils généralisés parmi les pays à faible revenu? Oui, ils le sont. Plus de la moitié des PFR sont actuellement en situation de surendettement ou ont un risque élevé de le devenir. Vous avez dit la moitié? Et comparé aux années précédentes? C'est une augmentation assez significative. Ce chiffre est en fait le double de celui enregistré en 2015. Et qu'est-ce qui explique ces niveaux d'endettement élevés et ces contraintes? Y a-t-il un coût particulier qui se distingue? Oui, il faut noter que les frais d'intérêt représentent à eux seuls environ un tiers des déficits de ces pays à faible revenu. C'est un fardeau considérable. Au-delà des dettes croissantes et des coûts d'intérêt, y a-t-il d'autres facteurs externes qui aggravent la situation pour les pays à faible revenu? Absolument. En fait, les flux d'aide publique au développement, ou APD, ont réellement diminué. Quelle est l'ampleur de cette baisse et quelles en sont les conséquences? Elle est suffisamment importante pour exacerber les défis budgétaires et les problèmes humanitaires, en particulier pour ces pays en situation de fragilité et de conflit dont nous avons parlé.
La réduction de l'aide vient donc s'ajouter aux pressions déjà existantes. Précisément. Et les perspectives globales pour les pays à faible revenu sont vraiment assombries par une détérioration de l'environnement extérieur. Qu'entendez-vous par une détérioration de l'environnement extérieur? Eh bien, nous constatons une montée des tensions commerciales, des conditions de financement mondial plus restrictives et une baisse des prix des matières premières. Autant de facteurs qui pèsent lourdement sur leurs perspectives. Et qu'en est-il des catastrophes naturelles? Sont-elles également un facteur à prendre en compte ici? Oui, malheureusement, les catastrophes naturelles, en particulier les événements liés au climat, représentent des risques baissiers importants. Et ces événements climatiques, comment leur impact se manifeste-t-il? Ils ont tendance à amplifier les défis existants, en particulier l'insécurité alimentaire et les déplacements de population, rendant une situation déjà difficile encore plus complexe. Donc, avec toutes ces crises interdépendantes, quelles sont les principales mesures politiques à prendre pour aider ces pays vulnérables? La coopération mondiale est absolument essentielle. Nous devons renforcer notre soutien aux pays vulnérables qui sont confrontés à des conflits, au fardeau de la dette et au changement climatique. Et qu'en est-il des mesures politiques nationales? Quelles doivent être les priorités dans ce domaine? Au niveau national, les mesures politiques sont essentielles pour renforcer la résilience budgétaire. Cela signifie une meilleure mobilisation des recettes et surtout une redéfinition des priorités en matière de dépenses. Donc, générer plus de revenus et mieux les dépenser, c'est ça? Exactement. Les marchés émergents et les économies en développement en particulier doivent accroître leurs recettes intérieures et orienter les dépenses vers des mesures favorisant la croissance et les populations vulnérables. Au-delà des mesures budgétaires, des réformes structurelles plus larges sont-elles nécessaires? Oui, des réformes structurelles sont également essentielles pour renforcer la qualité des institutions, attirer l'investissement privé et améliorer le capital humain ainsi que les marchés du travail. Et pour ces pays en situation de fragilité et de conflit, qu'est-ce qui caractérise leurs besoins en matière de politique? Pour les SFC, des réformes politiques intérieures adaptées et soutenues par un appui multilatéral bien coordonné sont essentielles car ils sont confrontés à des défis de développement à la fois uniques et redoutables. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.